Bonjour, donc je tiens à remercier toutes les personnes présentes ici ce soir à cette réunion publique de la France Insoumise. Une première, mais en tout cas pas la dernière. Je tiens aussi à remercier la commune d'Armentières qui tout simplement nous a permis de mettre à disposition cette salle qui s'appelle la Maison du Temps Libre. Donc pour nous, c'est quand même un nom assez évocateur par rapport au projet politique qu'on porte. Alors, me présenter peut-être déjà. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Polvech. Je suis candidat ici de la France Insoumise dans la 11e circonscription du Nord. J'ai 41 ans. Je travaille je travaille à Lille, dans la fonction publique territoriale. Je me présente avec Marie-Pierre Choquel, qui est la locale de l'Étape, qui habite à Bois-Grenier, et qui est retraitée de la fonction publique, de l'éducation nationale, qui a enseigné pendant 30 ans au lycée Paul-Hazard. Voilà. Donc, en fait, Marie-Pierre et moi, on se présente pour la première fois à une élection législative et on est un peu représentatif des candidats de la France Insoumise. Pour la plupart d'entre nous, on se présente pour la première fois. On n'a pas de mandat. 94% des candidats de la France Insoumise n'ont pas de mandat d'élu local. Je vais couper ce téléphone. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Oui, alors je reprends le fil de mon intervention. C'est quelque chose qui tranche par rapport à ce qu'on voit dans les autres partis, notamment quand on regarde ce que font le PS, le FN ou les Républicains. À chaque fois, en fait, on nous présente des candidats qui sont bardés de mandats, qui ont déjà des mandats, voire pour certains qui sont en situation de cumul et qui devront démissionner de leur mandat si jamais ils sont élus députés. Alors, quelques exemples. Le cas de Karine Charbonnier, la candidate des Républicains, elle est vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France. Le plus grave chez elle, c'est pas tant la situation de cumul que le projet politique qu'elle porte, un projet de coup d'État social, de destruction de l'État social tel qu'il est aujourd'hui en France. En même temps, la palme du cumul des mandats, c'est le candidat socialiste. Alors, vous avez pu voir sur son matériel électoral de propagande qu'il se présente comme en tant que maire de l'homme. Alors, c'est pas tout à fait complet, parce qu'en fait, il est certes maire de l'homme, mais il est aussi conseiller municipal de Lille, conseiller de métropole et conseiller départemental. Donc, c'est monsieur 4 mandats. Et il prétend en avoir un 5e. Donc nous, ça pose clairement un problème de valeur, de cohérence politique. En tout cas, c'est pas nos valeurs et c'est pas ce qu'on veut porter dans le cadre de cette élection. Et on invite les électeurs à passer un grand coup de balai à faire le ménage parmi tous ces cumulards. Alors, ces élections, nous, on les aborde de manière conquérante. Très clairement, la France Insoumise s'est pas passée bien loin à la présidentielle. Il y a manqué 600 000 voix. On a fait 20% des voix au niveau national. Et ici, dans la 11e circonscription du Nord, on est premier avec presque 23% des voix. Donc, il y a enjeu à ce que l'électorat se mobilise de manière à ce qu'on reste en situation de pole position et qu'on gagne cette qualification au second tour. Donc il y a possibilité d'élire un député de la France Insoumise ici dans cette 11e circonscription du Nord, comme dans beaucoup d'autres endroits, puisque on a fait le calcul, si tous les électeurs qui ont voté pour la France Insoumise à la présidentielle reviennent à la législative, on peut se maintenir dans quasiment 80% des circonscriptions. Donc faire élire beaucoup de députés. Nous, la perspective qu'on porte, c'est celle de faire élire une majorité insoumise et dès lors de pouvoir appliquer notre programme. Alors, nos principaux opposants, c'est le candidat d'En Marche, monsieur Pietraszewski, et la candidate du FN, la fausse candidate du peuple, Nathalie Axe, qui elle aussi est une cumularde. Elle siège au conseil municipal de l'Homme et elle siège également au conseil régional. Alors le FN pour nous c'est clairement un des adversaires principaux parce que il ne défend pas l'augmentation du SMIC, il raconte tout et n'importe quoi s'agissant des retraites. Et puis il y a le candidat de Macron. Alors on nous a présenté les candidats de Macron comme les candidats du renouvellement. Plus on gratte, plus on se rend compte que c'est de plus en plus moi les concernant, j'ai un peu en tête cette réplique du Guépard
où à un moment l'acteur dit il faut que tout change pour que rien ne change. C'est une grande recyclerie en fait du vieux monde et de différents lobbies. Alors celui qu'on a chez nous, il est à la RH du groupe Auchan. Donc c'est tout un symbole, un résumé finalement du programme de Macron, hein, parce que Auchan, c'est une entreprise qui a fait ses choux gras sur le CICE, tout en supprimant des emplois. Auchan, c'est aussi des pratiques managériales assez douteuses. On a eu cette histoire de la caissière qui avait été licenciée pour une erreur de caisse. On a eu aussi cette histoire de la caissière à Tourcoing qui a fait une fausse couche sur le lieu de travail. Donc c'est tout ça. Et puis, sans s'étendre trop longtemps sur les candidats de Macron, on a l'affaire Ferrand. On a dans la 2e circonscription du Nord une candidate d'En Marche qui est mise en cause pour un faux diplôme, pour une usurpation de diplôme. On a à Saint-Denis une candidate En Marche qui louait des logements insalubres. Puis il y a le candidat de la Guadeloupe qui déclare que l'homosexualité est une abomination. Voilà, En Marche, c'est tout ça. Et c'est franchement pas reluisant. Alors, il y a les candidats, mais il y a surtout le programme qu'ils portent. Parce qu'avec eux, c'est le passage en force sur des lois qui détruisent le code du travail, c'est la poursuite du nucléaire, c'est la pénalisation des chômeurs, c'est l'augmentation de la CSG et la baisse mécanique des retraites. Donc c'est clairement un programme de destruction des acquis sociaux. Nous, on en prend le contre-pied, nous on porte autre chose, on porte un programme qui est clairement alternatif. Donc l'avenir en commun, c'est un référendum pour passer à la 6e République. L'avenir en commun, c'est la planification écologique avec la sortie du nucléaire et avec le bio dans les cantines scolaires. C'est aussi des nouveaux droits, l'abrogation de la loi travail, la restauration de la retraite à 60 ans, l'augmentation des pensions de retraite. Et on y viendra aussi sur la santé, c'est le 100% sécu, la prise en charge intégrale, publique, des dépenses de santé. Alors nous, on a souhaité effectivement, et je vais terminer par là, évoquer et organiser une réunion publique sur la question de la santé, parce que c'est un des enjeux majeurs auxquels on sera confronté, parce que d'un côté, en fait, on a aujourd'hui des soignants qui sont... l'hôpital public ne tient plus que grâce au dévouement des soignants. De l'autre côté, on a des personnes, des soignés qui ont de plus en plus de mal à faire face aux dépenses de santé. Alors moi, j'ai trouvé des statistiques, hein, c'est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, même finalement, les cabinets qui relayent la pensée dominante comme Deloitte, Intouche, ils ont sorti un chiffre, 2/3 des Français ont dû renoncer à des soins. Soit en raison de leur coût, soit de l'éloignement, soit des délais de prise en charge. Donc, à tous les bouts de la chaîne, on est proche aujourd'hui de la rupture. Et nous, on porte des propositions qui sont en mesure de remettre à flot notre système qui a longtemps été un des meilleurs, des plus efficaces au niveau mondial. Et c'est tout ça qu'on veut porter. Alors je remercie à mes côtés, donc on a Frédéric Pierru qui a été coordonnateur du programme de la France Insoumise sur les questions de santé et qui a produit tout le volet programmatique sur la santé, sur le 100% sécu et sur bien d'autres aspects qu'il se chargera lui-même de développer. Voilà, je vous remercie et je lui passe la parole. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, merci beaucoup Sébastien, je suis ravi d'être là. Donc pour parler effectivement de la santé, alors il est clair que la santé a été au cœur de la campagne du candidat Jean-Luc Mélenchon, qui est revenu à plusieurs reprises, et notamment dans son meeting de Châteauroux, sur cette question cruciale de la santé. Et on peut dire que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise ont mis la santé au cœur de cette campagne électorale. Alors je dis ça parce que ça n'a rien d'évident.
puisque quand même, la réalité, c'est que quand vous regardez les campagnes précédentes, pas seulement d'ailleurs présidentielles, mais aussi législatives, il y avait je dirais, un effort considérable qui a été déployé de la part de tous les candidats pour ne jamais parler de la santé. Donc pour la première fois, effectivement, on a parlé de la santé, je dirais, de manière ambitieuse et précise dans la campagne présidentielle, et ça, on le doit clairement à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on le doit aussi, il y a un contexte, parce que vous savez que le débat est parti comme une fusée fin novembre avec la première affaire Fillon, qui effectivement avait avancé des propositions très agressives, très thatchériennes sur la santé, avec la privatisation de la sécurité sociale, en tout cas la privatisation partielle. Je pourrais y revenir si vous voulez, mais voilà, je pense qu'il a dit tout haut ce que les gouvernements font tout bas depuis 20 ans. Donc il a eu juste le malheur de vendre la mèche, comme diraient les autres, enfin l'autre. Quand je dis l'autre, c'est Pierre Bourdieu qui disait ça. Bon, bref. Et voilà. Et puis il y a eu le film de Gilles Perret, La Sociale, qui a eu un énorme succès en salle. 160 000 spectateurs, énormément de débats. Moi, j'en ai fait énormément dans toute la France, etc. Donc, c'est un film qui a rencontré son public. Alors, juste, pourquoi la santé, elle a été au cœur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi on a beaucoup investi à la France Insoumise la question de la santé? D'abord parce que on partait d'un constat. Au moins, je vais vous donner au moins 2 chiffres, c'est que, premier constat, il y a des gens qui sont distraits à côté de moi. Bon, voilà. Tu ne joues pas aux jeux vidéo quand je parle. Voilà, c'est très vexant, en fait. Voilà, c'est Fiscal Combat, d'accord. Mais bon, alors ça va, tu peux continuer. Bon. Alors, première chose, d'abord, quand vous interrogez les Françaises et les Français sur leurs principales préoccupations, eh bien, la santé arrive toujours dans les 2 premières, avec l'emploi. Donc, première chose. Et quand vous interrogez les Françaises et les Français sur les inégalités qu'ils considèrent comme les plus intolérables, eh bien, parmi toutes les inégalités de revenus, de patrimoine, de logement, d'éducation, etc., ils considèrent que les inégalités d'accès aux soins, ce qui n'est pas la santé, je vais y revenir, sont les plus intolérables. Donc il y a une attente très forte du corps social français vis-à-vis de la santé, et des attentes qui sont d'autant plus saillantes et sensibles que depuis 25 ans, au moins, on assiste à un détricotage des services publics de la santé. Donc, et je pense que il y a quelque chose là qui relève d'une forte inquiétude aussi dans l'accès aux soins, mais bon, je vais revenir sur les questions de santé. Voilà. Donc, clairement, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont placé la santé au cœur de la campagne présidentielle, et notamment, je vais y revenir, avec la proposition que j'ai défendue et que je défends depuis longtemps, du 100% Sécu. Mais il n'y a pas que ça. Alors, en un sens, que vous dire, si je présente le livret, en fait, en un sens, le livret thématique santé n'est finalement qu'une petite contribution aux bénéfices sanitaires du programme L'Avenir en commun. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire par là, c'est que, en un sens, tout le programme L'Avenir en commun participe, est susceptible de participer, s'il est mis en œuvre, à l'amélioration de l'état de santé de la population. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Et je vais commencer par là. Je vais vous dire par là que, en un sens, la réduction des inégalités sociales de santé, la protection de la santé au travail, la régulation du marché du travail, la restauration du code du travail, etc., participent de l'amélioration de l'état de santé de la population. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je répète souvent ça dans les meetings, mais ça mérite d'être retenu. C'est qu'en France, souvent, quand on parle santé, et c'est ce qu'on voulait justement un peu casser avec le programme de la France Insoumise, c'était justement de casser l'équation santé égale médecine. C'est-à-dire santé égale soin. C'est-à-dire que quand on parle de santé en France, d'emblée, les gens imaginent des hôpitaux, des médicaments, une caisse primaire d'assurance maladie, éventuellement des déserts médicaux, enfin, etc., etc. Alors, il faut que vous reteniez un chiffre, c'est que 80% des déterminants de l'état de santé d'une population sont non médicaux.
C'est-à-dire que la médecine n'explique que 20% de l'amélioration de l'état de santé de la population. Donc, et donc, en un sens, assimiler la santé aux soins médicaux, c'est finalement de ne parler que de 20% des facteurs d'amélioration de l'état de santé de la population. Bon. Et donc, nous, on voulait clairement casser, c'est un peu compliqué, mais je vais le dire comme ça, mais démédicaliser les questions de santé. C'est-à-dire retirer à la profession médicale son monopole d'expression sur les questions de médecine. Et c'est pas neutre, on le verra, sur l'aspect démocratique, parce que quand vous démédicalisez les questions de santé, vous les repolitisez, c'est-à-dire vous donnez aux gens, en quelque sorte, la légitimité, la compétence pour parler de santé. Autrement dit, on retire, je dirais, la santé aux seuls experts médicaux, pour les donner et les attribuer à des questions qui touchent à l'environnement, la transition écologique, qui touchent aux conditions de travail, qui touchent aux conditions de logement, qui touchent à la qualité du lien social, qui touchent aux inégalités socio-économiques. Donc c'est très important ça, parce que je trouve que c'est un grand acquis de cette campagne, et on le doit, me semble-t-il, à la France Insoumise. Pas seulement, hein, je pense qu'Hamon a aussi contribué à ça, je ne vais pas lui faire rendre hommage, hein, c'est pas le propos, mais bon, c'est en quelque sorte d'avoir fait le lien entre santé et environnement, d'avoir placé la question et de la notion centrale de la santé environnementale. Alors on l'a vu avec les perturbateurs endocriniens, etc., la pollution de l'air, etc. Bon, et je trouve que c'est intéressant ça, parce que c'est une vraie rupture. Moi je suis politiste, hein, je suis docteur en sciences politiques et j'analyse ça au CNRS, moi les débats politiques sur la santé depuis 50 ans. Et je trouve qu'il y a une vraie rupture là, en 2017. C'est-à-dire que non seulement on a parlé beaucoup santé, mais on en a parlé autrement que sous l'angle de la médecine. Voilà. Et on a parlé santé environnementale. Bon. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que, en un sens, on disait par exemple, une de nos propositions, c'était de dire, et je pense qu'il faudra vraiment le pousser en avant, moi j'ai beaucoup, c'est avec le 100% Sécu, c'est une des plus importantes, c'est de dire que toutes les politiques publiques doivent être évaluées sous l'angle de l'impact sur la santé. C'est-à-dire que l'environnement et la santé, ça doit être des critères d'évaluation de toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que quand vous faites une réforme du Code du travail, par exemple, eh bien, il faut en évaluer l'impact sur la santé, puisqu'on sait très bien que, par exemple, la précarité, la dégradation des conditions de travail, l'explosion des cancers professionnels contribuent à détériorer les indicateurs de santé. On pourrait parler du logement, on pourrait parler de l'intégration sociale, de la pauvreté, tout ce que vous voulez, etc. Donc, en un sens, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que tout l'avenir en commun contribue, d'une façon ou d'une autre, à l'amélioration, enfin tout le programme contribue à l'amélioration de l'état de santé de la population. Et pas seulement, et je parle de santé environnementale et pas seulement de prévention. Santé environnementale, c'est plus ambitieux que la seule prévention, au moins la prévention telle qu'on l'imagine en France, c'est-à-dire soit la prévention médicalisée, c'est-à-dire les dépistages, ou l'action sur les comportements individuels. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre l'action sur les déterminants de vie des gens, sur les environnements de vie des gens. Ça, c'est crucial pour améliorer l'état de santé de la population. Donc ça, c'était, je dirais, notre priorité. Paradoxalement, je ne sais pas si Jean-Luc dirait la même chose, mais c'est avant le 100% Sécu, ça, d'avoir fait cette connexion entre la santé et l'environnement. Et donc vous voyez bien que toute la transition écologique contribue clairement à la politique de santé de la France insoumise. Clairement. Bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, effectivement, c'était... deuxième axe, si vous voulez, c'était un système de soins, mais de soins égalitaires et accessibles à tous. Bon. Alors, effectivement, la mesure phare, parce que c'était pour moi la mère de toutes les batailles, et c'est la mère de toutes les batailles, c'est le 100% Sécu. Alors, le 100% Sécu, ça, c'est la face radieuse, et la face plus obscure, pour certains, c'est la suppression des complémentaires santé et des mutuelles. Bon. Alors, je note de manière purement politique que quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui propose le 100% Sécu, c'est irréaliste, c'est utopique, c'est irresponsable budgétairement. Quand c'est Martin Hirsch et mon copain Didier Tabuteau dans une tribune du Monde début janvier qui proposent la prise en charge des soins à 100%, c'est complètement réaliste. C'est étonnant. Hein. La même proposition
faites par Jean-Luc Mélenchon ou faites par des hauts fonctionnaires, par ailleurs très compétents certainement, bah c'est vraiment, ça n'a pas la même crédibilité. Bon, donc on est ravis, nous, d'observer que des très hauts fonctionnaires rallient en un sens la position de la France insoumise. Hein, pour le coup, on a été précurseur. Alors pourquoi le 100% sécu? Bah, c'est sur le constat, moi je me suis battu depuis longtemps sur ce sujet-là, c'est ce constat que le marché des complémentaires santé est de plus en plus concurrentiel, opaque, inefficient, inégalitaire. Autrement dit, l'extension de la part des complémentaires santé dans notre système de santé, liée par exemple à toutes les mesures de privatisation rampante des soins courants, notamment franchise, tickets modérateurs, etc., des remboursements, eh bien, l'extension de la part des complémentaires santé, M. Macron propose ni plus ni moins que ça, rend notre système de plus en plus coûteux. Hein, je rappelle quand même, coût de gestion de l'assurance maladie, 6%. Quand vous, coût de gestion et de marketing des complémentaires santé, entre 20 et 25%. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 euro à une complémentaire santé, à une mutuelle, vous avez 20 à 25 centimes qui s'évaporent en coût de gestion et en coût, alors ils appellent ça d'acquisition de clientèle. Qu'en termes pudiques, cela est dit. En gros, en termes de marketing. Donc, et d'ailleurs, vous ne trouverez pas un économiste de la santé, moi c'est mon boulot, hein, je suis chercheur sur ces sujets-là, vous ne trouverez pas un économiste de la santé pour vous défendre les complémentaires santé. Même Jean Tirole, prix Nobel d'économie, est pour la suppression des complémentaires santé. Et autant vous dire que lui, le marché, il le vénère. Donc il y a quand même une raison. Bon, et donc d'ailleurs, la mutualité, ce fut un débat violent par ailleurs, nous a fait aucun cadeau. Bon, mais ils n'ont jamais répondu sur le fond. Monsieur Thierry Baudet, de la mutualité française et de la MGEN, n'a jamais répondu à la question, sur le fond, parce qu'il ne peut pas répondre à la question. Alors non seulement si c'était qu'inefficient, opaque, inefficient, hein, opaque, vous avez déjà essayé de comparer vos contrats de complémentaire santé? C'est juste imbitable. C'est fait exprès. Bon, donc effectivement, les gens sont captifs. Si le consommateur n'est pas souverain sur le marché de la complémentaire santé. Bon. Voilà, donc c'est inefficient, mais surtout c'est fondamentalement inégalitaire. Et ça, vous n'y pouvez rien. Alors, M. Macron, et la République en marche, dit on va résoudre le problème, on va réguler le marché. Vous savez, réguler, c'est le mot magique. Hein, c'est pour rassurer le Pékin, comme on dit. C'est-à-dire, comme la finance. Hein, on va privatiser de plus en plus, mais vous inquiétez pas, on va réguler. Alors, la régulation est une arnaque, car, pour bien connaître le sujet, il n'existe aucun marché de l'assurance maladie privée qui a été régulé. Un marché, alors je pourrais vous prendre le cas américain, je pourrais prendre les Pays-Bas, je pourrais vous prendre, enfin, plein de choses. Le marché ne fonctionne pas dans la santé. Donc, il est complètement légitime de supprimer les complémentaires santé. Nous avons, je ne vais pas rentrer ici dans le débat parce que je voudrais être exhaustif sur le livret, mais on a budgété l'affaire parce qu'on nous a dit vous êtes irresponsable budgétairement. Enfin, vous vous rendez compte combien ça va coûter? Vous êtes fous. Nous avons budgété 2 choses. 1, ça va être trop cher. 2, ça va générer des comportements irresponsables. Parce que, vous savez, quand c'est 100% gratuit, quand c'est gratuit, on abuse. Parce que les gens sont des crevards. Vous le savez, par nature. Donc, alors, première chose, j'ai oublié c'était quoi ma première remarque, là, sur les 2 remarques là, Ça va coûter trop cher. Ah oui, ça va coûter trop cher. Ah non, ça coûte pas trop cher. D'ailleurs, il suffit simplement de transformer, pour l'essentiel, de transformer les cotisations, les primes aux mutuelles, les transformer en cotisations sociales. Ça fait une différence. Si, ça va faire une différence. Une petite différence, c'est que les plus riches vont payer plus. Mais vous aurez compris que c'était l'objectif. Bon, voilà. Donc, premier point, ça coûte pas plus cher. Donc, c'est budgété, donc ils ne peuvent pas nous répondre là-dessus. Et alors ensuite, oui, ça génère des comportements irresponsables. Alors ça me fait marrer, mais ça, c'est très, vous voyez, sur l'assistanat, toute cette petite musique, sur, il faut que les gens, ils payent de leur poche, parce que sinon, c'est gratuit, ils abusent. Bon. La réalité, c'est qu'on a une expérience in vivo en France, je pourrais vous en citer plein au niveau international, mais c'est la CMU complémentaire. Quand on a fait la CMU complémentaire, les gens qui ont bénéficié de la CMU-C, ils ont les soins qui sont remboursés à 100%, pour faire vite. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a créé en 99, en 2000? Ça a été mis en œuvre.
eh bien, on a vu effectivement la consommation de soins des bénéficiaires de la CMU commençait à augmenter fortement. Évidemment, c'était l'objectif. Puisqu'ils ne se soignaient pas, ils faisaient des retards de soins, ils renonçaient aux soins. Donc évidemment, c'était le but, ils étaient en mauvaise santé. Mais très rapidement, on a vu le profil de consommation de soins des bénéficiaires de la CMU s'aligner sur celui des autres assurés sociaux. Démonstration grandeur nature que c'est pas parce que vous remboursez les soins à 100% que les gens vont se précipiter, à part 3 hypochondriaques obsessionnels, se précipiter chez le médecin. Je pourrais vous prendre évidemment l'exemple de la Grande-Bretagne, etc. Bon, tout ça ne tient pas la route un seul instant. Tout ça, ce sont des arguments qui sont complètement fallacieux et qui ont été invalidés par les enquêtes empiriques. Donc, aucun obstacle, 100% au 100% sécu. Alors, je pourrais vous parler, qu'est-ce qu'on fait des personnels des mutuelles, hein. Donc moi j'avais proposé de les aligner contre un mur, mais on m'a dit que ça posait des problèmes juridiques. Bon, donc non, je plaisante, hein, bien sûr. Donc évidemment, on y a pensé. Hein, parce que vous avez dit, vous imaginez pas, je plaisante, parce que vous dites, qu'est-ce qu'on va faire des personnels des mutuelles? Vous n'imaginez pas. Je remarque quand même que quand c'est les ouvriers de Florange ou de Gade, on se pose beaucoup moins la question sur leur survie économique et leur devenir économique. Hein. C'est étonnant comment il y a des catégories professionnelles qui sont plus ou moins l'objet de la sollicitude des uns et des autres. Hein. Bon, voilà. Donc, évidemment, la première chose, c'est que vous reversez une partie des personnels des mutuelles du côté des caisses primaires d'assurance maladie qui sont à flux tendu et qui posent des problèmes d'ailleurs tellement à flux tendu que les gens n'arrivent plus à accéder aux droits sociaux puisqu'il n'y a plus de personnes au guichet. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous les reversez dans tous les centres de santé mutualistes car on conserve les mutuelles de livre 3. Je pourrais rentrer dans le détail, etc. Donc, évidemment, on a pensé en quelque sorte à réutiliser les personnels des mutuelles dans des activités, à les réutiliser pour des activités qui sont vraiment utiles sur la santé publique. Deuxième point, toujours sur ce deuxième volet de la santé accessible à tous, un plan zéro désert médicaux. Donc vous savez qu'effectivement, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens renoncent aux soins. La première, c'est des raisons financières, avec les banalisations de dépassement d'honoraires, l'augmentation du reste à charge, etc. Et de l'autre, effectivement, les inaccessibilités géographiques. Bon. Qui ne concernent pas que les zones rurales, mais aussi périurbaines, etc. Bon. Alors nous, on a proposé 2 choses. Alors des choses, certes iconoclastes, mais vous allez voir pas tant que ça. D'abord, de mailler le territoire avec des centres de santé. Alors, centres de santé, pas des maisons de santé. J'insiste sur la différence. Les maisons de santé, ce sont des professionnels libéraux qui exercent à l'intérieur. Nous, on veut des médecins, des infirmiers. Alors, des centres de santé pluriprofessionnels, car c'est l'avenir. C'est-à-dire, l'idée, c'est des exercices en équipe, des médecins généralistes, des infirmières, des diététiciens, des kinés, etc. Donc, de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que le principal problème de notre système de santé, c'est la désorganisation de la médecine de ville. Donc, d'organiser en quelque sorte des petites cliniques ambulatoires en médecine de ville. D'ailleurs, ça permettrait de résoudre en grande partie la crise de l'hôpital, puisque, évidemment, les gens n'iraient plus, puisqu'ils trouveraient à se soigner dans ces petites cliniques, ces centres de santé, etc., ils n'iraient plus engorger les urgences, enfin, emboliser, comme on dit, les urgences. Alors, premier point, donc, et dedans, dans les centres de santé, les professionnels sont soit salariés, soit fonctionnaires. Alors, c'est le deuxième volet du plan zéro désert médicaux, pardon ? Oui, c'est le deuxième effet qui se coule. On a proposé la création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires. Ah, alors là, ça c'est drôle, ça. Parce que, évidemment, quand vous proposez ça au pays de la médecine libérale, qui s'est définie en 1927, bon, hein, liberté d'installation, en gros le médecin qui s'imagine petit entrepreneur privé. Moi je dis souvent, je le dis comme ça va être sur internet, je me referai insulter par les médecins libéraux. La médecine libérale, c'est le meilleur des 2 mondes. C'est la sécurité de l'argent public et la liberté de l'entrepreneur privé. C'est magique. Hein. La médecine libérale, c'est un îlot privé dans un océan d'argent public. Bon, moi j'ai rien contre. Il y a plein de médecins libéraux qui font bien leur boulot, heureusement. Bon, mais il se trouve que la médecine libérale et notamment le paiement à l'acte sont condamnés par l'évolution des pathologies et notamment la montée en puissance des pathologies chroniques. Donc je pourrais rentrer sur ce point, mais je vais pas le faire. Donc, corps de médecins fonctionnaires. Alors, évidemment, on a proposé ça. Alors, tout de suite, le quotidien du médecin, qui est à peu près la pravda de la médecine libérale, c'est tout de suite rengorgé. Hein, ils ont dit, on va faire un sondage. Hein, parce que le sondage, c'est bien, ça. Hein. Bon, pour montrer à ces partisans de la médecine soviétique nouvelle manière que c'est pas possible en France. Et alors là, pas de bol.
Parce qu'il y a encore 15 ans, vous faisiez un sondage là-dessus, vous étiez malmené. Là, 3 tiers, les répondants, se divisent en 3 tiers. À peu près 33, 30, enfin c'est vraiment 3 tiers. Alors 1 tiers, résolument réac, classique, ils sont contre. 1 tiers qui state. Ouais, c'est pas mal, il faut y réfléchir, il faut voir dans quelles conditions. Donc on sent qu'ils ne sont pas perdus pour la science, ceux-là. Bon. Et 1 tiers pour. Bingo, il nous en faut qu'1 tiers. Bon. Et alors, vous savez pourquoi? Bon, alors, pour plein de raisons. Déjà parce qu'on proposait de ce corps de médecins fonctionnaires de rémunérer les étudiants en médecine, donc qui s'engageraient à exercer dans ce corps de médecins fonctionnaires. J'ai fait ça avec ce programme avec un haut fonctionnaire, un IGAS. Hein. Bon. Donc on a calé ça sur le modèle de l'ENA. Peut-être pas une bonne idée, remarquez, mais bon, bref. Donc, vous voyez, comme l'ENA, c'est-à-dire, en gros, pendant vos études, vous êtes payé, donc 1 700 € par mois, là, en l'occurrence, mais vous vous engagez pendant 10 ans à être dans votre corps de médecin fonctionnaire. Et là, c'est le 3e effet qui se coule bénéfique, c'est que si vous rémunérez 1 700 € des étudiants en médecine pour s'engager dans ce corps de médecin fonctionnaire, vous êtes sûr d'attirer des gens qui, aujourd'hui, renoncent aux études de médecine du fait de leur longueur, notamment les enfants des catégories populaires, qui, eux, éprouveront énormément moins de scrupules à aller exercer dans les zones difficiles, etc., etc. Donc, de démocratiser aussi sociologiquement le recrutement du corps médical. Bon. Et donc tout ça, si vous voulez, fait système, en fait. Bon. Ça, c'est le truc. Alors après, je pourrais parler longuement de l'hôpital, mais je vais peut-être parler... Oui, je vais parler tout de suite de l'hôpital. C'est-à-dire, on en parle tellement de l'hôpital. Alors évidemment, hier, on m'a dit, j'étais à Marseille dans la 4e et la 5e, donc la circo de Jean-Luc, et la 5e. Donc tout le monde se focalise sur l'hôpital. Donc, et quelque part, on tenait beaucoup à mettre l'accent, justement, pas forcément sur l'hôpital, et peut-être plus sur d'autres aspects. Mais évidemment, on nous a objecté, mais vous n'avez pas écrit dans le livret que vous vouliez supprimer la loi Bachelot et la loi Touraine. Mais sauf que si vous lisez le livret, on voulait être plus positif, si vous voulez. On ne voulait pas sans arrêt dans le discours contre, on voulait proposer des choses concrètes. Hein. Vous savez, quand vous discutez avec Jean-Luc Mélenchon, il vous dit toujours la radicalité concrète. C'est-à-dire, oui, on est ambitieux sur les objectifs, mais comment on fait? Et je trouve que parfois, on cède un peu en disant on est contre. Ça nous évite parfois de dire ce pourquoi on est... C'est l'exemple, par exemple, typique, je vais parler sur l'hôpital. Alors évidemment, on est pour un hôpital attractif, humain, enfin bon, d'accord. Donc ça, qui serait contre, hein, je veux dire, bon. Donc voilà, de recruter 62 500 soignants, de donner aux gens les moyens matériels, humains et financiers de fonctionner, etc. Mais la T2A, par exemple, je vais prendre cette fameuse tarification. Vous savez ce que c'est que la tarification à l'activité? Alors la tarification à l'activité, en gros, c'est dire à un hôpital, plutôt que de financer la structure avec une dotation globale fixée pour 1 an, vous fixez, en gros, ses recettes sont en fonction de son activité. Donc en gros, on fait des groupes homogènes de séjours, je vous passe le truc, et on donne un tarif à chaque séjour. En gros, on dit aux hôpitaux, faites de l'activité, faites du chiffre. Bon, voilà. Donc ça transforme l'hôpital en usine à soins. En fait, en gros, l'hôpital aujourd'hui, c'est une usine à produire des soins techniques à flux tendu. Au dépend d'ailleurs de la santé des soignants. Bon, et donc on nous dit, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, on nous dit, ah oui, mais je suis peut-être trop long là, hein, Sébastien, non, tu me dis. Hein, bon. On nous a dit, ah ben il faut supprimer la T2A. Hein, alors, ça c'est bien, ça, c'est classe. Alors, je sais bien que c'est des débats qu'on a eus d'ailleurs. Je pense que la doctrine n'est pas vraiment fixée là-dessus. Mais moi, je rappelle que quand même, quand c'était avant la T2A, c'était la dotation globale. Bon, et avant la dotation globale, c'était super, plus personne n'en voulait. Pourquoi? Parce que la dotation globale, c'était un truc, en gros, d'abord, on a gelé en 84 les budgets des hôpitaux. Donc les hôpitaux qui étaient bien dotés, nickel. Les hôpitaux qui étaient mal dotés, et voilà. Et on a reconduit chaque année les inégalités. Mais pire, on les a aggravées. Pour 2 raisons. D'une part, un hôpital, alors ça c'est magique comme dotation globale, un hôpital qui devenait de moins en moins attractif, qui perdait des patients, il était de plus en plus à l'aise financièrement, et l'hôpital qui attirait des patients, lui devait faire de plus en plus avec un même budget. Génial, comme, je veux dire, une machine à récompenser les mauvais et à pénaliser les bons. Bon. Et troisième élément, c'est que ce qui était un peu douteux dans la dotation globale, c'était que, en fait, ça a donné lieu à des jeux politiques assez terribles. C'est-à-dire que si le président du conseil le maire, président du conseil d'administration de l'hôpital, était aussi député ou sénateur,
comme tu le seras bientôt, Sébastien, eh ben, il pouvait avoir directement accès au cabinet du ministre pour obtenir des rallonges budgétaires. Tandis que la petite structure, dont le maire n'était que maire, il allait se gratter. Et donc les inégalités augmentaient. Bon, donc je vous dis ça pour ça qu'il n'y a pas de mode de financement idéal. Alors évidemment, nous, on est surtout pour sortir du tout T2A. Moi, je pense que la T2A, on l'a écrit, ça nous a valu assez de critiques, de dire que la T2A, elle doit être utile pour ceux, elle doit être utilisée pour ceux pourquoi elle est faite, c'est-à-dire financer ce qu'on appelle les soins programmables, techniques ou standardisables. C'est-à-dire, en gros, prothèse du genou, cataracte, prothèse de hanche, etc. Par contre, proscrire la T2A pour tout ce qui relève des pathologies chroniques, où notamment rentre en ligne de compte l'éducation thérapeutique du patient. Moi, j'ai un très bon copain qui s'appelle André Grimaldi, qui est diabéto à la Salpêtrière. Et lui, il s'est fait, comment dire, dézinguer par la T2A. Pourquoi ? Parce que toutes ces innovations en matière d'éducation thérapeutique du patient, elles devenaient une charge budgétaire qui n'était plus financée. Bon, voilà. Donc voilà. Donc effectivement, un hôpital restaurait la dignité et je dirais les moyens du service public hospitalier. Au passage, je pourrais vous faire longuement, moi, ce qui m'inquiète dans l'hôpital, et qui est un bon thermomètre politique, si on parle politique, parce qu'on est là pour parler politique aussi, c'est l'augmentation continue, ça a été montré par une enquête du CEVIPOF de Sciences Po, du vote FN chez les soignants. Et ça, c'est un bon indicateur du ressentiment des personnels. Parce que le meilleur carburant du vote FN, c'est le ressentiment. Alors, et pas seulement l'idée qu'on n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qu'on fait, mais qu'on n'est pas reconnu. Je dirais, c'est vrai que l'hôpital, il a été l'objet d'un dénigrement systématique depuis 15 ans. Bon. Donc, restaurer aussi la dignité et la fierté des personnels soignants à l'hôpital. Ensuite, un pôle public du médicament. Pôle public du médicament qui comporte 3 volets. Premier volet, en finir avec la dépendance vis-à-vis de la recherche des labos pharmaceutiques, c'est-à-dire renforcer la recherche publique. C'est-à-dire donner à l'INSERM, moi je suis au CNRS, je le vois, la paupérisation de la recherche publique. Donc donner à l'INSERM, au CNRS et je dirais au centre hospitalier universitaire les moyens de faire une vraie recherche publique indépendante et autonome avec des priorités de santé publique, et non pas le profit comme aiguillon de la recherche. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'évaluation indépendante du médicament. Évaluation indépendante, c'est-à-dire le bannissement des conflits d'intérêts, en tout cas la vraie lutte contre les conflits d'intérêts, parce qu'en France, on dit qu'on lutte beaucoup contre les conflits d'intérêts. Moi, j'ai été membre de la HAS, la Haute Autorité de Santé, faites des trucs de conflits d'intérêts, puis ça va dans les tiroirs et personne ne les regarde. Et vous l'avez fait. Bon. Alors, au passage, Madame Buzyn, ministre de la Santé de M. Macron, a déclaré, attention, un expert sans conflit d'intérêt n'est pas un bon expert. Au moins, c'est même une philosophie, là. Vous voyez, hein, bon, donc voilà. Donc, je vois ce qu'elle veut dire par là. Hein, ça veut dire que si... Bon, enfin, bon, bref, je sais pas. Mais en même temps, c'est assez choquant. C'est-à-dire, à un moment où vous êtes justement pour faire la transparence et lutter contre tous les conflits d'intérêts, que vous avez une ministre de la Santé qui vous fait l'apologie des conflits d'intérêts en disant que c'est un symptôme, ou en tout cas c'est un indicateur d'excellence professionnelle, il y a des doutes. Bon. Deuxièmement, et troisièmement, doter la puissance publique d'une capacité à produire lui-même des médicaments. Et ça, nous y avons pensé. Hein, je vais pas développer. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des choses un peu bizarres qui se passent. C'est que, notamment dans l'oncologie, vous avez des médicaments qui tombent dans le domaine public, qui sont arrêtés d'être produits, et que vous voyez réapparaître. Donc, le labo crée une pénurie, et vous le voyez réapparaître 2 ans plus tard, plus cher. Voilà. Et donc, nous, on considère que, notamment pour tout ce qui relève des molécules généricables, l'État, et notamment pour des anticancéreux, doit avoir des moyens autonomes de production du médicament. Et éventuellement, parce que je rappelle quand même, par exemple, le Sofosbuvir pour l'hépatite C. C'est une vraie, parce qu'il y a très peu d'innovation médicale, mais il y a un labo, enfin, déjà c'est scandaleux cette affaire. Il y a une société, on ne peut même pas dire c'est un labo parce qu'il n'a même pas inventé la molécule, parce que ce laboratoire a acheté une start-up qui elle-même avait développé cette molécule
en récupérant une partie de la recherche publique. Parce que c'est ça le capitalisme, hein, quand même. C'est que vous avez la recherche publique qui est récupérée par une start-up, qui elle-même, et une fois que le médicament truc, vous avez un prédateur financier qui arrive et qui rachète le truc. 60 000 euros le traitement. Je rappelle, ce médicament soigne définitivement l'hépatite C. C'est-à-dire, pour le coup, c'est un médicament efficace radicalement. 60 000 euros. En quelque sorte, le labo qui a racheté la start-up est en train de faire financer par les sécu publics son opération financière. C'est ça qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est pas seulement Sovosbus. Pardon ? Plus que financer, je veux dire. Oui, non, bien sûr, à faire du profit. Voilà, donc elle a racheté 2 milliards, je sais plus, et donc en fait, en quelque sorte, elle réclame, alors on a réussi à obtenir en France, avec des négociations, 50 000 euros le traitement complet. Et là, je vous cite un exemple, mais moi je suis beaucoup l'affaire des anticancéreux, avec les thérapies ciblées, c'est l'explosion des coûts. C'est-à-dire qu'on va vers des médicaments, des prix qui vont faire sauter la banque. Sauter la banque. Donc, par exemple, on pourrait proposer, plutôt que de faire une Europe de la guerre, enfin de la défense, pardon, une Europe du médicament. C'est-à-dire que les sécus européennes, des différents pays européens, se cartellisent et fassent front uni face aux labos pharmaceutiques en disant soit vous baissez vos prix, soit vous ne rentrez pas sur le marché. Et vous verrez que, étant donné l'ampleur des profits qu'on fait sur le marché européen, ils ne renonceront pas à ça. Bon, voilà. Donc, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle la licence d'office. C'est-à-dire, vous dites, c'est des médicaments d'intérêt public, de santé publique, on n'en a rien à faire que ça soit encore sous brevet, on les produit nous-mêmes. Voilà, ça peut aller jusque-là. Mais il faut avoir une volonté de confrontation avec Big Pharma, ce qui n'est pas évident. Et puis je finis juste là-dessus, troisième pilier, je dirais, après, je dirais santé environnementale, un système de soins accessible et gratuit, évidemment je ne peux pas tout développer. L'idée de, vous savez, dans l'avenir en commun, il y a l'idée d'une révolution citoyenne. Eh bien, la révolution citoyenne, elle doit aussi avoir lieu en santé. C'est-à-dire que ce qu'on observe depuis 20, 25 ou 30 ans, c'est que comme les mesures sont des mesures d'austérité, eh bien, ça s'est accompagné avec, je dirais, des processus de décision publique de plus en plus verticaux, centralisés et autoritaires, technocratiques. Moi, je connais très bien les hauts fonctionnaires. Il y a un fonctionnaire qui m'avait dit un jour, comme ça, gentiment, au cours d'un déjeuner, donc c'était d'autant plus touchant. Un type bien, très intelligent, HEC, ENA, brillant, IGAS, enfin il lui manquait rien. Bon, il dit, ce qu'il faut à la santé, c'est un despote éclairé. Parce que vous voyez, le despote éclairé, alors éclairé, pas que despote. Hein, alors, qui juge des lumières, ça c'est autre chose. Hein. Bon, c'est qu'il disait, tu vois, quand il faut prendre des décisions difficiles, et des mesures de réduction des coûts, de restructuration des hôpitaux, les GHT, je pourrais revenir là-dessus, etc., si vous voulez. Bon. Eh bien, tout de suite, la démocratie, ça ralentit. Hein, bon. Et donc, ce qu'il voudrait, par exemple, c'est de faire une agence purement technique, à distance du politique, qui prendra les mesures pendant 5 ans qui s'imposent. Voilà, enfin, qui s'imposent. Mais bon. Donc, vous voyez bien que l'austérité et l'austérité et autoritarisme marchent. C'est les deux faces d'une même médaille. Par contre, le progrès sanitaire et la démocratie, c'est les deux faces d'une autre médaille. Donc évidemment, nous, comme on est pour le progrès sanitaire et le progrès social, le progrès humain, d'une façon générale, eh bien, on est pour, effectivement, démocratiser la sécurité sociale. Alors, là aussi, je tiens à préciser, parce que souvent, on l'a dans les débats, on dit tout de suite, revenons à 45. Alors moi, je suis tourné dans la sociale. J'ai essayé d'ailleurs la petite fibre nostalgique du film de Gilles Perret. On n'a qu'à revenir au projet de démocratie sociale de 45 où il y avait 3/4 de représentants des salariés et 1/4 des représentants du patronat. Alors moi, je pense que il faut garder ça, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je rappelle qu'en 45, la sécurité sociale, la branche maladie, enfin, elle n'existait pas la branche, enfin la sécurité sociale sur le volet maladie, qu'est-ce qu'elle faisait ? Il y avait très peu de médicaments. Hein. Je rappelle que la médecine tue moins de gens qu'elle n'en guérit que depuis les années 30. Bon, donc il y avait très très peu de médicaments. Et donc, ce que faisait surtout la Sécu en matière de maladie, c'est qu'elle versait des indemnités journalières. En gros, des compléments, d'une substitut de salaire en cas de maladie. Bon, donc il était clair que dans cette configuration-là,
les partenaires sociaux étaient légitimes à gérer. Aujourd'hui, le principal défi, alors déjà, je vous dis pas l'explosion de la pharmacopée. Évidemment, je veux dire, je rappelle qu'en 1945, un auteur qui m'est cher, George Orwell, est mort d'une tuberculose en 46 ou 47, dans un hôpital de Londres, alors que venait de sortir la streptomycine mais qui n'était pas encore diffusée. Donc il y avait très très peu de médicaments. Aujourd'hui, clairement, je veux dire, on a une explosion de la pharmacopée. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur la pharmacopée en question. Bon. Et puis surtout, le grand défi de la Sécu, c'est les maladies chroniques. Les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, ça relève pas seulement, je dirais, je vois pas pourquoi les partenaires sociaux auraient en quelque sorte une espèce de monopole pour gérer ce problème, si vous voulez. Et donc il faut élargir le tour de table, donc garder les partenaires sociaux, mais donc on a proposé des citoyens tirés au sort, des représentants des associations de malades et d'usagers, des représentants des collectivités territoriales, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs qui, à un titre ou à un autre, contribuent, je dirais, aux politiques de santé. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qu'on a inventé, ce qu'on a élaboré, c'est-à-dire du haut vers le bas. Je ne vais pas vous faire le cadre organisationnel, mais l'idée, c'est de redonner un pouvoir décisionnel à ces instances élues ou tirées au sort et retirer, je dirais, l'emprise, en tout cas amoindrir l'emprise que la technocratie, la technostructure a acquis ou conquis sur les questions de santé. Donc clairement, dire qu'aussi la remobilisation politique et citoyenne passe par la santé. Voilà, parce que la santé, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, qui est socialement saillant, qui intéresse tout le monde. Effectivement, on peut remobiliser, je dirais, les catégories, notamment les catégories populaires, autour des questions de santé. Et donc, il faut effectivement repartir d'une vraie ambition démocratique sur la santé. Voilà à peu près. Bon, je ne peux pas tout vous expliquer, hein, je ne peux pas tout vous détailler, mais fondamentalement, clairement, on considérait que la santé, c'est un peu comme l'environnement dans l'avenir en commun, c'est un enjeu transversal. C'est-à-dire que tous les grands principes directeurs de l'avenir en commun se déclinent dans la santé. C'est-à-dire c'est ça qui était un peu merveilleux à écrire et à élaborer. C'est-à-dire qu'on voyait que finalement on prenait l'avenir en commun, on prenait les grands principes, le progrès humain, la révolution citoyenne, etc., etc. Et ça trouvait une traduction immédiate sur les questions de santé. Donc il y avait une cohérence très forte entre les aspects sanitaires et, je dirais, le cadre plus général de l'avenir en commun. Voilà.